J'y reviendrai. Donc, premier point, comprendre les enjeux environnementaux et sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans cette transition qui sont en cours? Évidemment que c'est fondamental. Ça réinterroge aussi peut-être des notions qui sont profondément ancrées dans la culture occidentale, la séparation être humain-nature, nos liens ou nos liens distendus avec le vivant de façon générale, et pas seulement les animaux, mais aussi tous les végétaux, et aussi nos rapports aux biens matériels. Dans une société qu'on qualifie de société de consommation, c'est vraiment important. C'est ce que certains scientifiques appellent la technosphère. Tout ce qu'on a produit, toutes nos infrastructures, nos villes, nos routes, nos voies de chemin de fer, nos canaux, les grandes pyramides, nos monuments, cet auditoire. Et certains scientifiques estiment que la technosphère, aujourd'hui, elle pèse sur Terre en termes de poids 5 fois le poids de la biosphère. Donc la technosphère, elle a un impact massif sur la planète vivante sur laquelle on vit. C'est pas juste faire attention aux petits oiseaux, aux abeilles. Il y a un enjeu beaucoup plus profond là, qui touche à peut-être encore plus de dimensions de notre vie quotidienne. Alors, j'espère que c'était clair, notamment dans ce que Edwin Zakai vous a présenté ce matin, c'est que la situation actuelle, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix sociaux, politiques, techniques, que nous avons faits. Et donc, ça peut être des faits. Et ça, je pense qu'en termes d'éducatif, en termes d'enseignement, c'est important que nos élèves se rendent compte que la situation actuelle, c'est un construit. C'est le fruit de décisions, d'influences, de rapports de force qui vont s'incarner dans un peu toutes les facettes de notre vie quotidienne. Donc l'alimentation, l'habillement, la mobilité, le logement, le loisir, la production et l'emploi, etc. Comme ça a déjà été évoqué, mais je le rappelle, c'est vraiment important et ça, c'est aussi un enjeu pour l'enseignement. Donc ce n'est pas quelque chose d'à côté de nos vies, notamment le changement climatique. Ce n'est pas un truc qui se passe au pôle Nord. C'est des choses qui sont liées à des choses qu'on fait dans notre vie quotidienne. Quand je choisis d'acheter un avocat qui vient du Mexique, eh ben, ça a une répercussion sur ce qui se passe au Mexique dans la vie de Mexicains, mais aussi la déforestation, la disparition de certaines espèces animales qui ne vivent que là-bas, etc. Donc tout ça, en fait, c'est reconstruire cette idée, qui finalement, si vous lisez un peu l'Ancien Testament, est très biblique, que ce que nous faisons, quand nous achetons un vêtement, quand nous achetons un ordinateur, un smartphone, tout ça, ça nous relie à notre environnement, à la planète, aux vivants, à d'autres êtres humains. Et donc cette question d'interconnexion entre des questions environnementales, écologiques et des questions économiques, politiques, technologiques, médiatiques, démocratiques, sanitaires, éthiques, esthétiques, c'est aussi un enjeu éducatif sur lequel on peut travailler. Aider nos élèves à retrouver ce sens que quand ils font quelque chose, quand ils décident d'aller faire tel loisir, c'est lié, ça a des répercussions, ça fait écho autour d'eux. Ce n'est pas juste leur petite vie et juste le coût monétaire qu'ils vont payer qui est en jeu. C'est ça quand je parle de comprendre les enjeux environnementaux sociaux. Donc c'est remettre ces questions-là au cœur de nos vies, parce qu'en fait, comme l'a très bien dit Jean-Pascal en terminant, toutes nos activités humaines ont un impact sur ce qui nous entoure. Alors il y a un enjeu aussi donc l'enjeu, souvent, une difficulté avec l'enjeu de changement climatique, c'est que c'est dans longtemps. Non, c'est maintenant, c'est proche, et je pense que cet été particulièrement, on l'a tous pu le voir aussi. Donc comment est-ce qu'on va aider nos élèves à retrouver ce sentiment de proximité temporelle et spatiale avec ces enjeux de transition? Ce n'est pas des gens loin ou qu'on ne connaît pas, c'est aussi lié à des gens proches qu'on connaît dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Et comment est-ce qu'on peut les aider à avoir des expériences directes de ce qui est en train de se passer? On va y revenir. Alors ça veut dire aussi qu'en fait, on n'a pas besoin de grosses réformes de programme. On peut espérer, en effet, normalement, les nouveaux référentiels qui vont arriver vont être plus explicites sur la place des questions climatiques, environnementales, de transition. Mais on n'a pas besoin d'attendre ça. On peut en parler déjà dans à peu près tous nos cours. Alors j'ai malheureusement pas le temps de détailler. J'ai oublié d'ailleurs des cours là, mais on peut prendre en effet toute une série de cours et se dire en fait on peut parler d'enjeux liés à la transition en travaillant les contenus habituels des programmes. C'est juste une coloration ou un accent qu'on peut leur donner. Donc en éveil, est-ce qu'il y a besoin de vous expliquer?
qu'en éveil, on peut parler évidemment de ces enjeux-là. J'ai pris les disciplines les plus faciles au début. Hein. En histoire, je viens d'expliquer cette importance de réinscrire ces choix politiques et sociaux dans l'histoire. En géographie, de nouveau, les inondations récentes nous donnent une bonne idée de comment est-ce qu'on peut faire des liens avec la géographie. Les disciplines comme la physique, la chimie, la biologie, évidemment, sont au cœur en fait, de ces phénomènes-là. Et donc, vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle notion de cette discipline-là, et puis, en fait, la contextualiser dans des exemples, dans des problèmes qui sont liés à des enjeux environnementaux et sociaux. En sciences économiques et sociales, je pense que l'exposé du Nisakai vous a montré plein d'exemples, que ce soit sur les migrations, sur les choix économiques. Voilà, en fait, c'est juste le choix du contexte, du contenu qu'on utilise pour travailler telle ou telle notion qui peut être liée à des enjeux de transition. En religion, en philosophie, il y a des enjeux massifs. La religion, je pense qu'on y reviendra aussi en partie cet après-midi, mais dans toutes les religions. Comment les religions ont vu le rapport entre l'homme et la nature, et notre connexion à ce qui nous entoure, le rapport aux choses, le rapport aux objets, à la possession, au partage. En philosophie, notamment un exemple, doit-on poursuivre les compagnies, les pétroliers, les cimentiers, qui sont les principaux responsables? Qui est responsable du changement climatique? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut réfléchir au niveau philosophique. On parlait tout à l'heure de la culpabilité. Il y a des choses très intéressantes à discuter à ce niveau-là. Cours de français, c'est de choix des textes que vous prenez. Il y a des romans, il y a des BD. Il y en a d'ailleurs dans les documents que vous avez reçus pour la journée, dans les pistes de lecture qui vous sont proposées. Il y a des œuvres artistiques de toutes sortes qui traitent en fait de ces questions-là, du rapport avec la nature, avec le vivant, des changements climatiques, des changements sociaux. Je pense qu'en littérature, il y a toute une série de genres aussi littéraires qui ont travaillé ces questions-là. Et donc, pourquoi ne pas utiliser ces supports-là pour travailler notamment la question des genres littéraires, etc. En langue moderne, il y a des jeunes et des moins jeunes qui témoignent, qui écrivent sur ça dans à peu près toutes les langues du monde, qui racontent ce qu'ils vivent dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, notamment avec les marches pour le climat, si vous voulez des exemples plus récents, de jeunes qui témoignent de pourquoi ils s'engagent, etc. Pourquoi ne pas travailler ces textes-là quand on fait du néerlandais, de l'anglais, de l'espagnol, etc. En technologie aussi, on va devoir aller vers ce que certains appellent l'âge des low-tech, redécouvrir des technologies qui sont beaucoup moins impactantes sur l'environnement. Voilà comment est-ce qu'on prépare nos élèves à ça, comment est-ce qu'on travaille le choix des matériaux. Alors, le choix des matériaux, c'est une question aussi quand on prend des cours d'art plastique, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc voilà, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mon idée ici, c'était juste de vous faire percevoir cette idée qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un mette le changement climatique dans les programmes pour que dans les cours qu'on donne, on puisse introduire des aspects liés à ça et développer les connaissances de nos élèves à ce sujet-là. Et je vous ai proposé une série d'informations, de ressources, de supports, dont certaines sont reprises d'ailleurs, j'ai vu dans la fin de la journée, mais d'autres pas. Et j'ai essayé de diversifier les formats. Donc il y a des trucs très sérieux, très scientifiques, il y a des trucs très très pédagogiques, il y a des trucs humoristiques. Il y a vraiment une richesse quasi infinie, je dirais, parce que c'est vraiment un domaine où même quand on essaie de suivre, on a du mal, parce qu'il y a vraiment plein d'initiatives, dans tous les sens. Donc ça, c'est la première idée, mais si c'est important pour nos vies, ces questions de transition, pourquoi ne pas les mettre, les rendre beaucoup plus présents dans nos cours, en faisant ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire enseigner des concepts qu'on enseigne déjà, des notions qu'on enseigne déjà, des savoir-faire qu'on enseigne déjà, mais en les ancrant dans ces enjeux-là.